Je rebondis encore sur la question de Madame l'architecte. On a commencé par la fin, en fait. On commence souvent par la fin nos événements du lab parce que ça permet d'ancrer les travaux de recherche dans une certaine forme de réalité du quotidien aussi. Quand on commence par les travaux de recherche, bon, c'est vrai que des fois ça paraît un peu plus abstrait. Donc là, on va continuer par les travaux de recherche avec l'équipe de l'école des mines qui justement développe des outils qui sont largement utilisés par des architectes, des bureaux d'études et qui bénéficient du retour d'expérience qui a été proposé par nos camarades de Vinci Énergie. Donc j'appelle sur scène Patrick Chalbar. Donc Patrick, il est responsable du groupe Éco-conception et thermique des bâtiments au Centre Énergie, Environnement et Procédés des mines de Paris. Et puis Ayoub Anad, qui lui est doctorant à l'école des mines de Paris. Donc ils vont, pour Patrick, nous dresser un panorama, et puis pour Ayoub, faire ce que les doctorants adorent, raconter en détail le contenu de leur thèse. Bonjour à tous. Alors vous m'excuserez, hein, j'ai un peu la gorge encombrée ce matin. Donc déjà, c'est un plaisir de pouvoir présenter ces travaux de recherche qu'on mène effectivement, comme Maxime l'a rappelé, dans la chaire depuis presque une vingtaine d'années, et plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Ça fait, on va dire, à peu près 3 ans qu'on est actif sur ce sujet, et on voit l'intelligence artificielle comme venant enrichir, on va dire, notre démarche, qui reste une démarche fermement ancrée sur la physique. Donc dans l'équipe éco-conception et thermique des bâtiments, on est une quinzaine de personnes à travailler à la fois sur les questions d'efficacité énergétique, mais aussi d'évaluation environnementale. Donc ce matin, on va essentiellement parler de la partie énergétique, mais on garde en tête, bien sûr, à chaque fois qu'on cherche au global à minimiser les impacts environnementaux. Donc on a divisé la présentation en 2 parties. Une première partie qui va être assurée par Ayoub sur la rénovation. Ça a été inversé ? D'accord. Bon, alors, la première partie, c'est moi. Je vais présenter les travaux de thèse de Riyad, et ensuite, on présentera les travaux de thèse d'Ayoub. Voilà, donc, dans les travaux que je vais présenter, c'est des travaux vraiment sur le pilotage des bâtiments, donc la gestion énergétique des bâtiments. On s'est intéressé spécifiquement à la question de l'effacement des consommations de chauffage, mais ce qui est présenté ici peut très bien s'appliquer sur l'effacement des consommations de climatisation. Comme le rappelle un petit peu cette image, on est actif sur ces travaux depuis une quinzaine d'années, avec une croissance, on va dire, une montée en puissance des méthodes qu'on développe, en commençant d'abord par une maison en modélisation monozone, pour ceux qui connaissent un petit peu la STD. Ensuite, on est passé en multizone. On est venu intégrer l'aspect îlot, donc plusieurs bâtiments avec la production photovoltaïque. Et là où on se situe aujourd'hui, c'est on veut chercher à prendre en compte toutes les variabilités, les incertitudes qu'on a liées spécifiquement à la météorologie et à l'occupation des bâtiments qui deviennent, dans les bâtiments performants, deviennent de plus en plus importants et influents. Donc j'ai pas rappelé des noms, mais il y a des noms ici qui apparaissent sur la diapo de personnes qui sont dans la salle et qui ont effectué leur thèse à l'école des mines. Alors, j'étais très content ce matin de voir un petit diagramme psychrométrique, dont je vais vous parler de thermodynamique très rapidement. Sur les bâtiments, on applique le premier principe, donc c'est simplement un bilan énergétique pour établir l'équation différentielle. C'est tout simple, on regarde les apports de chaleur, les déperditions, et on peut calculer comme ça des évolutions de température. Et c'est ce qui nous permet justement de valoriser les capacités thermiques des bâtiments, ou alors l'inertie du bâtiment, pour voir comment le bâtiment va réagir justement aux différentes sollicitations. Et donc on s'est positionné dans un cadre mathématique où on cherche à minimiser une fonction objective. Donc vous avez la fonction objective qui est ici au milieu. Alors vous voyez une intégrale, mais faut pas avoir trop peur. On cherche simplement à calculer la facture énergétique en euros. Donc on multiplie une puissance par un coût de l'énergie.
chaque instant, avec un coût de l'énergie donc qui peut varier. On a pris des cas d'études avec une certaine tarification, mais on peut s'adapter à n'importe quel type de tarification. Donc l'essentiel, nous, c'est vraiment de mettre en place une méthodologie qui va pouvoir s'appliquer dans différents contextes. Donc on va prendre en compte toutes les sollicitations, donc météorologie, en externe, en interne, l'occupation, éventuellement des productions photovoltaïques, et aussi donc des contraintes. Alors les contraintes, on a vu, on pourra en rediscuter. Jusqu'à présent, nous, on s'est positionné avec des contraintes dures, j'ai envie de dire, hein, donc une plage en tout cas avec une température minimale, une température maximale, voilà. Mais on ne s'autorise pas à descendre en dessous des températures minimax. Et des contraintes sur les puissances des bâtiments. Et donc nous, on va chercher à piloter les systèmes de chauffage pour minimiser la facture énergétique. Et je le mentionne très rapidement, c'était un peu la question aussi qu'il y a eu précédemment. Je vais parler de minimiser la facture énergétique en euros, mais bien sûr, on est aussi capable de minimiser les impacts environnementaux en ayant, par exemple, le mix énergétique à chaque instant. On peut évaluer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et donc ça, c'était un petit peu un rappel du passé et là où on en est. Et donc ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est de remplacer ce modèle qui est en bas, là, dont j'ai parlé de premier principe, hein, c'est ce qui est à la base des simulations thermiques dynamiques, des outils de simulation thermique dynamique. On veut remplacer ce modèle-là par une IA qui est au centre. Et donc on va utiliser toutes les informations dont on dispose pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. On va appeler ça les métamodèles. Qui nous permettront de remplir ces trois objectifs. Premièrement, réduire la dépendance aux données techniques. Donc, c'est-à-dire, on va simplifier le travail de l'utilisateur. Pas besoin de remplir la STD détaillée, de connaître tous les plans détaillés de l'ensemble du bâtiment. Deuxièmement, prendre des décisions robustes aux incertitudes. Et troisièmement, accélérer les calculs, donc avec un métamodèle. On peut être beaucoup plus rapide que les modèles issus de la STD. Donc en termes de méthodologie, on va passer par plusieurs étapes. Il faut d'abord donc entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, ensuite les intégrer dans les stratégies de commande optimale, modéliser les variabilités et incertitudes, et enfin optimiser dans ce contexte incertain. Donc j'ai surligné en gras la première ligne, puisque c'est l'étape où on est actuellement. Et on commence un petit peu les étapes suivantes. Donc je vais me focaliser principalement sur la première partie, donc l'entraînement. Donc pour faire l'entraînement, nous jusqu'à présent, on est en phase, c'est académique, hein, donc on fait ce travail où on utilise les outils de STD, donc Pléiade Comfy qui a été mentionné, pour générer des bases de données. Donc on renseigne tous les paramètres dans la STD. Ensuite, on définit quels sont les paramètres qui sont mesurables parce qu'on se projette dans l'application future. Quels sont les paramètres qui sont mesurables dans un bâtiment réel, donc température, consommation d'énergie, pour entraîner le modèle d'intelligence artificielle. Donc là, je répète, j'essaye d'être clair, mais on est dans une phase où on développe la méthodologie, donc on se sert de l'outil de simulation thermique dynamique, mais l'objectif à terme, sur le produit fini, c'est de ne plus avoir à passer par la STD, mais simplement à partir des données mesurables, à partir des GTC, de réussir à entraîner un modèle d'IA ou d'adapter les modèles d'IA déjà pré-entraînés. Je vais passer rapidement sur la modélisation de la météorologie, donc des incertitudes de météorologie. En termes de modélisation du comportement des occupants, on a une thèse qui permet, c'est un modèle stochastique, donc on a des probabilités à chaque instant d'avoir un certain nombre d'activités. Là, on a une vingtaine d'activités, que ce soit dormir, faire la cuisine, se laver, etc. Donc à chaque instant, on sait évaluer les probabilités de réaliser une activité et surtout d'utiliser des appareils électriques associés à ces activités-là. Et donc avec tout ça, on a la possibilité de propager ces incertitudes et donc de générer ces bases de données en simulant différents contextes météorologiques et d'occupation. Donc ici, je ne vais pas
lire en détail tout ce tableau qui est bien fastidieux, mais c'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. On a un certain nombre de pas de temps, hein, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de pas de temps. Et à chaque pas de temps, on récolte donc les données de puissance, de température, rapport interne, etc. Et donc c'est ça qui sert ensuite à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Donc sur l'entraînement, Ayoub va rentrer un petit peu dans les détails sur la tambouille, hein, de comment se passe l'entraînement. Donc moi, je vais directement sur les résultats. L'état de l'art nous a orientés vers essentiellement les réseaux de neurones ou les LSTM, hein, Long Short Term Memory Network. Donc ce sont des réseaux récurrents en mémoire court et long terme. C'est un petit peu technique, mais ces LSTM sont les modèles, on va dire, d'intelligence artificielle qui permettent le mieux de prendre en compte des données temporelles. Donc là, comme on a vraiment une question temporelle, on utilise les LSTM. Vous verrez tout à l'heure, Ayoub, il n'utilise pas du tout ce genre de modèle. Donc on peut ensuite comparer les simulations de la simulation thermodynamique et les prédictions du modèle. On voit que ça marche plutôt bien, notamment les LSTM, ça marche mieux que les réseaux de neurones classiques. Ensuite, on peut venir utiliser ces LSTM et les remplacer dans la simulation, remplacer le modèle de simulation thermodynamique classique par ces LSTM. On voit donc des petits écarts, mais qui sont tout à fait raisonnables au vu de l'ensemble des incertitudes. Et donc ensuite, quand on fait de l'optimisation avec tout ça, alors j'insiste là, il faut bien lire en haut, ce sont des résultats intermédiaires, hein, la thèse n'est pas finie et les résultats ne sont pas encore pleinement aboutis. Mais en tout cas, sur cette première étape, quand on a donc une régulation classique, par exemple sur une semaine, on a un coût de 81 €. Avec l'optimisation, avec simulation thermique dynamique, on arrive à avoir un gain de 14%. Alors ces valeurs-là, attention, c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend bien sûr de chaque cas d'étude et des différences de prix entre les heures de pointe et les heures creuses. Et un temps de calcul de 70 secondes. Et quand on vient remplacer par le métamodèle, donc on a déjà gagné un petit peu en temps de calcul, et les gains ne sont que de 8%. Donc au lieu d'être de 14%, on n'est que de 8%. Donc là, on voit qu'il y a encore de la marge de progression sur ce type d'approche. Et donc c'est pour ça qu'on doit continuer à faire des recherches, parce que le but, c'est d'être, si ce n'est à 14%, mais on va dire au moins à 13%, pour pouvoir sereinement remplacer les modèles physiques détaillés par les métamodèles. Et donc, je vais passer rapidement les conclusions. L'essentiel, c'est que donc, dans le futur, on va intégrer, comme j'ai dit, des aspects d'incertitude et de variabilité, et aussi remplacer notre cas d'étude virtuel par un cas d'étude réel. Et je passe la parole à Ayoub. Merci Patrick. Alors moi ici, je vais vous présenter ma thèse. Donc c'est l'application d'intelligence artificielle à la conception de projets de rénovation. Donc au contraire de la thèse de Riyad qui travaille sur des pas de temps du bâtiment pour faire du contrôle optimal. Moi je travaille sur la consommation annuelle du bâtiment, donc globale. Et du coup, pour le plan de ma présentation, donc je vais commencer tout début de présenter c'est quoi l'IA, c'est quoi les modèles qu'on utilise, comment ça marche. Et puis, je vais aller sur le contexte, objectif, approche, méthodologie de ma thèse, avec les résultats et les conclusions et perspectives. Alors, au début, donc l'IA, ils nous permettent à un ordinateur en fait, d'apprendre à partir des données, donc pour faire des prédictions ou pour prendre des décisions. Donc j'ai mis quelques exemples du quotidien, c'est la reconnaissance faciale pour ouvrir un smartphone, donc les filtres anti-spam des emails, on a ChatGPT par exemple qui nous répond à toutes nos questions. Donc ce genre de modèle, c'est l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, donc on a des sous-ensembles dont on trouve par exemple le machine learning et une sous-ensemble du machine learning, on trouve le deep learning. Alors premièrement pour le machine learning, donc c'est en fait de permettre à un modèle d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmé pour faire ces tâches. Et on a généralement trois grands types d'entraînement. Donc on a tout ce qui est supervisé,
Du coup, lorsqu'on a des bases de données où on connaît vraiment la sortie, donc c'est des données étiquetées. Et on a aussi tout ce qui est non supervisé. Et du coup, le modèle, il doit en fait, trouver la structure de cette base de données, des structures cachées. Comme par exemple les modèles très connus qui font des détections sur des images. Est-ce qu'on a un chat ou un chien? Donc on peut donner une grande base de données sans dire vraiment que c'est un chat ou c'est un chien. Donc c'est le modèle qui va trouver vraiment la différence. Puis on a tout ce qui est renforcement. Du coup, le modèle, il apprend en temps réel, donc avec une réaction avec l'environnement. Et on a comme exemple les modèles qui jouent des échecs, par exemple, donc qui jouent en temps réel sur des matchs. Et puis il a un système d'erreurs, d'essais-erreurs et de récompenses. Donc nous, on se focalise surtout dans le supervisé pour faire des prédictions. Donc un exemple d'entraînement d'un modèle, donc par exemple, on connaît la température, surface, occupation, donc ça c'est l'entrée du modèle. On connaît aussi la sortie, qui est la consommation énergétique dans notre cas. On va entraîner un modèle et puis on va faire des prédictions. J'ai mis ici un exemple de modèle, donc très connu, c'est les réseaux de neurones que beaucoup de chercheurs l'utilisent et ils trouvent très performants. Et du coup, ces réseaux de neurones, c'est une inspiration biologique, donc c'est un mimétisme du cerveau humain, donc on a des neurones qui sont tous liés. Et du coup, pour notre cas, donc, un neurone artificiel, c'est la somme pondérée, donc c'est l'entrée fois le poids plus un biais. Donc c'est comme une sorte de régression linéaire. Mais ce qui est intéressant, c'est les fonctions d'activation. Du coup, dans les fonctions d'activation, c'est ce qui introduit la non-linéarité. C'est parce que sinon, tout notre réseau, même si on ajoute plusieurs couches, etc., ça va revenir toujours à une régression linéaire simple. C'est pour cela qu'on fait ces fonctions d'activation. Donc ici un exemple, donc c'est les perceptrons multicouches. Donc on a généralement trois grandes parties. C'est la partie d'entrée, donc on a des neurones d'entrée, donc ça dépend de combien de paramètres on a en entrée. Puis on a une couche intermédiaire, c'est les couches cachées. Donc on peut optimiser le nombre de ces couches, combien de neurones on va utiliser, et c'est ça qui va optimiser en fait notre modèle. Et puis à la fin, on a les neurones de sortie, donc c'est notre sortie si on veut prédire une seule consommation ou plusieurs, donc ça dépend. Du coup, pour l'apprentissage, donc on a plusieurs étapes. Donc premièrement, on a le forward pass, donc c'est en fait un premier passage sur les neurones, donc on calcule les poids fois les entrées, etc. On va avoir une sortie. Et du coup, avec cette sortie, on va avoir une erreur. Donc, c'est la différence entre tout ce qui est prédit et réel, puisqu'on est dans le supervisé. Et l'idée dans les réseaux de neurones, c'est de faire des backpropagation. Ça veut dire qu'on va revenir en arrière et on va modifier ces poids de chaque neurone pour optimiser le modèle et minimiser l'erreur. Et alors, durant cet entraînement, donc il y a un concept qui est très connu dans l'IA, c'est qu'à chaque fois qu'on a une base de données, on va le diviser sur une partie entraînement, partie test, pour que le modèle il apprenne sur une partie, mais il n'est pas testé sur des données qu'il a déjà vues. Donc c'est pour cela qu'on le divise. Et puis dans cette partie entraînement, on peut faire de l'hyperparamétrage. Et du coup, c'est d'optimiser combien de couches cachées on va utiliser dans notre réseau de neurones, combien de neurones, etc. Et ça se fait par des modèles d'optimisation comme le grid search, random search. Alors là, je vais passer à ma thèse. Donc pour le contexte, comme mes collègues ils ont déjà mentionné, donc les bâtiments ils sont des grands consommateurs d'énergie, donc 40% de consommation par exemple dans l'Union européenne, 36% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est généralement dans toutes les parties du bâtiment, toutes les phases, on va dire. Donc construction, rénovation, démolition et utilisation. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la rénovation énergétique du bâtiment, puisque c'est une solution optimale, puisque par exemple, d'ici 2050, les bâtiments qu'on va utiliser, ils sont déjà construits, donc la plupart, et donc il faut les rénover. Alors la rénovation, il nous permet de réduire nos factures énergétiques, réduire la consommation et aussi améliorer le confort et la qualité d'air du bâtiment. Cela à travers plusieurs solutions. Donc on trouve l'isolation, la ventilation, le chauffage par exemple. Donc
L'isolation, on peut travailler sur les épaisseurs des isolants qu'on va utiliser dans toutes les parties du bâtiment, donc les murs, les toitures, etc. Pour la ventilation, on peut voir si on doit changer nos systèmes de ventilation avec des systèmes plus efficaces comme les systèmes double flux. Et aussi pour le chauffage, si on doit changer nos pompes à chaleur, par exemple. Alors, pour les étapes d'une rénovation énergétique, généralement, on trouve 4 grandes étapes. Donc, on a le diagnostic initial. Donc, on connaît notre bâtiment, il consomme combien, il est dans quelle partie dans le DPE, donc quelle étiquette A, B ou C, par exemple. Et puis, on passe à la planification des travaux. Donc, quelles sont les actions de rénovation qu'on va faire pour ce bâtiment. Puis, on a les mises en œuvre des travaux et le contrôle d'ajustement. Nous, on travaille surtout dans la partie planification des travaux. Et du coup, les bureaux d'études, lorsqu'ils veulent répondre à des appels d'offres, donc ils doivent proposer un prix avec une performance de ce bâtiment. Et du coup, ça, ils le font avec des outils de simulation, comme le logiciel Pléiade, par exemple. Et ils font des optimisations, genre on peut avoir une optimisation multi-objectif avec le coût et la consommation énergétique d'un bâtiment. Pour faire ces simulations, ça consomme déjà du temps, le temps de calcul, puisqu'on a des modèles physiques dans ces outils de simulation, et aussi le nombre de données collectées du bâtiment. Et du coup, notre objectif, c'est d'utiliser l'IA pour réduire ces deux paramètres. Alors, pour l'approche, nous, on utilise le logiciel Pléiade pour créer une base de données. Donc, c'est des simulations thermiques dynamiques. On crée une grande base de données, on l'utilise pour entraîner nos modèles de machine learning. Bien sûr, on va essayer d'optimiser tous ces modèles, mesurer ses performances. Et puis, dès qu'on a un modèle qui est très performant, on va l'utiliser pour faire l'optimisation. Donc, avec 2 objectifs. Dans notre cas, c'est les besoins de chauffage annuels avec les coûts de rénovation. Alors, pour ma méthodologie, ma méthodologie se divise en 3 grandes étapes. Donc la première, c'est la création de la base de données. Donc ce que je fais, c'est que je crée un modèle de base sur Pléiade. Je mets quelques hypothèses, bien sûr. Là, je mets par exemple la forme du bâtiment qu'il est parallélépipédique. Et du coup, c'est une forme fixe pour faciliter la création de ces bases de données. Par exemple, l'occupation et la puissance dissipée, je l'ai fixé à un occupant par 25 mètres carrés et 7 watts par mètre carré pour l'instant, pour travailler sur des variables qui nous intéressent pour la rénovation. Du coup, dans ces paramètres, on trouve la structure du bâtiment, puisque moi, je vise à créer un modèle qui est généralisable et qui peut être utilisé sur différentes formes de bâtiments, différentes tailles de bâtiments. Et puis, on a tout ce qui est type de matériaux utilisés, les épaisseurs des isolants, les conductances, facteurs solaires des fenêtres, par exemple, et le renouvellement d'air. Du coup, en variant ces paramètres, on crée une base de données. Donc ici, par exemple, c'est sous forme d'un tableau. Donc chaque ligne, c'est une simulation. Chaque colonne, c'est un paramètre de notre bâtiment. Et puis, puisqu'on est dans le supervisé, donc on a les besoins de chauffage. Et du coup, on va utiliser cette base de données pour entraîner nos modèles. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc c'est le développement des modèles. Donc j'utilise des réseaux de neurones. Je développe plusieurs réseaux de neurones. Je les compare à travers des mesures de performance dont on trouve, par exemple, le CVRMSE, R carré, RMSE. Donc c'est des erreurs par rapport une différence entre tout ce qui est prédit et tout ce qui est simulé, on va dire, de Pléiade. Et dès qu'on a notre modèle qui est prêt, donc on fait des prédictions de besoins de chauffage qu'on va utiliser comme une seule objectif de notre modèle d'optimisation. Et le deuxième, c'est le coût de rénovation qu'on le calcule juste avec un code Python. Et pour l'optimisation, on utilise les NSGA2, donc c'est des algorithmes génétiques pour l'optimisation. Et finalement, on va voir un fond de Pareto avec les solutions optimales. Pour les résultats, donc, on a développé un premier modèle donc avec des réseaux de neurones. J'ai essayé de faire de l'hyperparamétrage. Donc, j'avais 280 combinaisons. Donc, j'ai essayé de faire un hyperparamétrage pour choisir le meilleur. Et du coup, mon modèle final, il a une erreur, donc un CVRMSE de 1,4%. Il est un modèle qui est très précis. Donc, vous voyez dans le graphique
que les valeurs prédites ils sont très très proches des valeurs simulées par le logiciel Pléiade. Puis pour la plage des consommations qu'on a, donc lorsqu'on a développé notre base de données, on a essayé de faire voilà, une grande plage de consommation, donc entre 0 et 400 kWh par mètre carré, donc pour que notre modèle il soit capable de prédire dans voilà, toutes les plages les bâtiments qui sont moins performants, très performants. Après, donc, ce modèle initial, il est limité par plusieurs critères. Donc, on a par exemple le modèle, il est basé uniquement sur les paramètres ou les caractéristiques du bâtiment. Et il y a une absence de prise en compte de l'environnement extérieur. Donc, tout ce qui est mitoyenneté, par exemple, les masques solaires, la météo. Du coup, ce que j'essaie de faire maintenant dans ma thèse, c'est d'essayer d'ajouter ces paramètres un par un, essayer de trouver les meilleures approches pour les intégrer. Dans un premier temps, on a les mitoyennetés. Donc, j'ai essayé de créer en fait 15 configurations de mitoyenneté selon les orientations et selon le nombre de façades mitoyens. Et comme vous voyez dans le graphique, donc, si on a un bâtiment qui n'a pas de mitoyenneté contre un bâtiment qui a par exemple 3 murs mitoyens, donc on a une très grande différence de consommation annuelle, donc à peu près 50%. Et du coup, si on ne prend pas en considération ce paramètre, notre modèle il va toujours surestimer les besoins de chauffage. Et donc, j'ai créé une base de données donc, de 5000 bâtiments et qui a été simulée selon toutes les 15 configurations. Et j'ai essayé d'intégrer ce paramètre de mitoyenneté dans l'entrée de mon modèle. Et du coup, voilà, lorsque j'ai entraîné le modèle, j'ai eu un sévère MSE de 2,7%. Ça a augmenté un peu l'erreur, mais ça reste en fait très performant, très proche de la réalité, puisque voilà, les bâtiments... on n'a pas toujours des bâtiments sans mitoyenneté. Alors du même pour tout ce qui est conditions météorologiques, donc j'ai essayé aussi d'entraîner mon modèle sur des bâtiments qui étaient simulés sur différentes zones climatiques de la France. Donc on a 8 zones climatiques selon l'RE 2020. J'utilise tous ces données météo pour entraîner mon modèle et j'ai intégré encore une fois ce paramètre météo dans mon modèle. Et alors pour les résultats, donc j'ai un modèle qui a un sévère MSE de 2,7%, donc il est aussi très performant. Et le sujet sur lequel je travaille maintenant, c'est en fait, j'essaie de développer mon modèle de base. Du coup, j'ai essayé d'intégrer tout l'aspect multizone. Du coup, mon modèle de base, j'essaie de diviser en 4 zones par étage, donc selon les orientations. Et du coup, ça permet d'avoir un aspect multizone de notre bâtiment. Et aussi d'avoir récupéré les informations ou les besoins de chauffage de chaque zone. Ça nous permet de développer des réseaux de neurones qui sont plus performants et qui sont les multitask learning ou l'apprentissage multitâche. Donc, c'est des réseaux de neurones qui ont plusieurs sorties. Et ces sorties, ils ont une relation entre eux. Par exemple, pour moi, j'ai les besoins de chauffage totaux avec les besoins de chauffage de chaque zone. Donc, il y a une relation entre eux et du coup, le modèle, il essaye de s'adapter pour faire des prédictions pour toutes ces sorties. Et du coup, il y a des informations qui passent entre les neurones et ça améliore notre modèle. On peut le remarquer aussi dans ces résultats. Donc, avec la même base de données, j'ai essayé de développer un modèle monosortie, donc comme les premiers. Il m'a donné un sévère MSE de 3,12%. Mais lorsque j'ai essayé de faire un modèle multisortie, donc j'ai fait 2 méthodes pour calculer en fait les erreurs. Donc le premier, c'est que je prends que le neurone de sortie qui met les besoins de chauffage total. Et je l'ai comparé avec les besoins total simulés. Donc il m'a donné un sévère MSE de 2,7%. Et on est allé plus loin et on a fait une somme pondérée des zones chauffées pour calculer les besoins de chauffage total. Et du coup, lorsqu'on l'a comparé avec tout ce qui est simulé, on nous a donné un sévère MSE de 2%. Donc ça réduit vraiment significativement l'erreur de notre modèle. Et du coup, c'est sur ce sujet qu'on travaille maintenant. Alors pour conclure, donc on a vu l'efficacité de ces modèles pour prédire les besoins de chauffage. On a vu aussi que l'importance d'intégrer des paramètres de l'environnement du bâtiment, donc tout ce qui est mitoyenneté, météo, et aussi les masques solaires que je n'ai pas encore fait. Du coup, je l'ai mis dans les perspectives de recherche que je vais intégrer dans mon modèle. Et puis améliorer encore ces modèles prédictifs. Et finalement, bien sûr, il faut évaluer ces modèles dans un cadre d'optimisation multi-objectif, puisque c'est ça l'objectif de la thèse, pour faire une optimisation des besoins de chauffage et coûts de rénovation.
Donc, merci pour votre attention. Voilà, c'est votre Merci, merci beaucoup. Alors là, il y avait des équations, hein. On en sourit, hein, des équations, mais moi je tenais vraiment à saluer la présentation de Patrick et Ayoub, parce que c'est quand même assez rare d'aller autant dans le détail de travaux en cours sur l'IA, parce que l'IA, on en parle beaucoup, c'est des sujets qui sont peut-être parfois encore un peu confidentiels, et là, ils vous ouvrent en temps réel là où ils en sont. Donc effectivement, on est sur des approches de développement de métamodèles, ça paraît compliqué, mais en fait tout ça à la base, l'objectif, c'est que finalement tout soit plus simple. En effet, l'objectif, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur, du concepteur, du bureau d'études qui va répondre à un appel d'offres. Est-ce que quelqu'un se lance sur une question? Plus sur une réaction que sur une question, donc un super boulot, évidemment. C'est pas courant de voir comment ça fonctionne l'intérieur de l'IA. Dans les facteurs externes, je pense que vous allez être confronté à un nouveau facteur externe qui va arriver, c'est les agrégateurs. Aujourd'hui, on pense effectivement au décret tertiaire, on pense à l'économie d'énergie, etc., mais on pense aussi en euros. Et les agrégateurs ont déjà la main mise sur nos données de GTB, ainsi que sur les capacités d'effacement énergétique à certaines heures. Et là, pour le coup, ça vient un petit peu pondérer vos travaux en amont directement par les facteurs externes. Alors, en effet, hein, ça va venir changer aussi la rémunération, on va dire. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourra prendre en compte, tout à fait. Et peut-être rappeler, Ayoub, toi, la finalité de tes travaux, c'est finalement d'accompagner quelqu'un qui n'aurait pas forcément été un grand concepteur sur la prise de décision pour proposer des bouquets de travaux qui soient les plus performants. Oui, en fait, c'est ça l'idée. Donc, c'est faciliter en fait la conception, de savoir quelles sont les actions de rénovation les plus performantes et les moins chères. Et du coup, ça peut être très utile dans les phases amont d'un projet. Et du coup, après, si les bureaux d'études ils veulent aller plus loin et faire de la garantie de performance, par exemple, sûrement qu'ils doivent passer sur des outils plus précis qui sont basés sur des modèles physiques. Et du coup, comme les simulations, bien sûr. Oui, alors, deux remarques. Tu dis des outils plus précis, mais en fait, ils vont passer sur Pléiade, hein, tout simplement, puisque voilà. Pléiade permet, avec le plugin Amapola, permet de faire de la garantie de performance énergétique. Et c'était quoi l'autre remarque? Oui, il a dit donc on fait de l'optimisation donc sur le coût et les besoins de chauffage, mais en fait, on peut tout à fait aussi faire de l'optimisation sur d'autres indicateurs environnementaux. Excusez-moi, hein, au risque de paraître un petit peu insistante, il ne manquerait pas des paradigmes comme la propriété physique des matériaux, l'humidité dans le bâtiment existant, l'exposition au soleil, la manière dont les usagers savent ou ne savent pas réagir, fermer leurs volets quand il fait trop chaud, ventiler leur logement quand c'est humide. Si vous parlez de rénovation, à mon sens, vous avez effectivement marqué la structure du bâtiment comme un des critères. Mais au-delà de la structure du bâtiment, c'est si c'est une pierre qui fait 50 cm ou si c'est un moellon ou si c'est n'importe quel autre matériau, la propriété physique du bâtiment, de la structure qui existe, son épaisseur, et il n'y aura jamais une recette unique qui sortira au regard. Enfin, si on parle bien de rénovation, il n'y aura jamais de système unique qui sortira d'une IA sans aller mesurer. C'est là aussi que le premier mot que vous avez prononcé, c'est DPE. Quel est votre avis entre DPE et audit sur déjà l'analyse du bâtiment dont on parle avant d'estimer sa rénovation? Alors, merci pour cette question qui est tout à fait pertinente. Alors, effectivement, on n'est pas rentré dans les détails, mais donc l'outil dont on parle à la base, Pléiade, c'est un outil de simulation thermique dynamique. Donc, j'ai parlé de premiers principes et d'équations d'énergie. Donc, bien sûr que on a une modélisation physique détaillée où on prend en compte les différentes propriétés thermophysiques des matériaux, capacité thermique, conductivité thermique, etc. Donc ça, sur la physique,
on est très bien représenté sur l'aspect thermique. Sur l'aspect humidité, on est un petit peu moins bien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des bilans d'humidité, mais on ne prend pas en compte les absorptions ou désorptions d'humidité dans les matériaux. C'est une chose qui est extrêmement compliquée à faire. Mais si on néglige cet aspect-là, on peut aussi donc gérer l'humidité. Et après, donc, la question de l'occupant est une question extrêmement complexe. On a une autre thèse qui n'est pas dans le cadre de la chaire, où on travaille avec Somfy, qui est fabricant de volets roulants, et où on s'intéresse justement à comment on peut avoir une interaction entre d'un côté de la domotique et d'autre côté les occupants. Et on va dire il n'y a pas de réponse toute faite. Et comme ça a été rappelé, si on a des choses qui sont automatiques sans rien demander aux occupants, c'est pas non plus satisfaisant. Dernier point, si j'ai pas oublié tous les points de la question, vous avez mentionné donc, la question du DPE. Alors, le DPE, j'ai envie de dire, c'est une donnée économique, c'est un contexte. Nous, à la base, on fait des modèles physiques. Donc, on est tout à fait capable de faire des évaluations hors DPE très précises, avec un paradigme justement probabiliste, où on va avoir des probabilités d'occupation ou de matériaux, etc., des scénarios plus réalistes. Mais d'un autre côté, les entreprises doivent aussi répondre par rapport au DPE. Donc, nous, nos outils sont capables de s'adapter, de faire des calculs soit très précis, soit des calculs normatifs. Il y avait une main qui se levait juste devant. Il y avait Denis là-bas. Ouais, ok. Présentez-vous, toujours. Bonjour, Yael Larose, bureau d'études La Sismor. J'ai une question par rapport à l'entraînement de vos modèles, qui est donc d'entraîner une IA sur des modèles de STD. Comment vous approchez ou pas plusieurs paramètres? D'un, quand même, le modèle de la construction, c'est-à-dire tous les aléas qui subviennent entre un modèle théorique et la réalité, qui est quand même de construire ou de rénover. Deuxième, l'aléa climatique. Aujourd'hui, alors vous l'avez rapidement exposé, mais on sait que le réchauffement, enfin les données météo évoluent extrêmement vite en fonction des régions. Donc avec quoi vous travaillez et comment vous percevez le sujet. Et le dernier sujet, est-ce que vous êtes concentré autour de la performance énergétique? Est-ce que vous y allouez aussi à côté le sujet du confort, qui devient une vraie problématique, de la température intérieure, voilà, pour essayer d'aller plus vite et gagner du temps sur ces approches complexes? Alors, sur le confort, oui, on le prend en compte et on est capable de le calculer. Alors, il y a différents indicateurs de confort, que ce soit des degrés heure, que ce soit des pourcentages d'inconfort, que ce soit sur des diagrammes de Givoni, par exemple. Donc ça, on est capable de le calculer et on est capable de le prendre en compte. Et encore une fois, nous, on met en place un outil et c'est ensuite à l'utilisateur de définir quels sont ses critères. Donc nous, l'outil qu'on met en place, il est capable de calculer le confort. Et ensuite, c'est l'utilisateur qui ensuite va mobiliser ou pas le calcul du confort, le calcul des indicateurs environnementaux, etc. Et j'ai oublié le début de la question. Il y avait une question sur les évolutions climatiques. Là, par exemple, je vous invite à suivre la conférence qu'on organise en avril, le 16, dans le cadre de Building Beyond, le festival de Léonard, où on exposera des calculs qu'on a fait sur l'impact de la nature en ville, selon différents scénarios, et notamment les scénarios du GIEC de quelle température il fera. Je crois que là, le cas d'étude, c'est à Paris, en 2050 et 2100. Donc c'est des données d'entrée qui peuvent aussi être tout à fait analysées dans ce type de travaux. C'est sûr que là, on va dans le détail de l'IA, mais on pourrait effectivement développer sur toutes les dimensions qui sont à l'étude depuis bientôt 20 ans. Alors, pour me permettre de compléter, dans le cadre du programme Recherche et Solutions de la chaire, on a déjà travaillé donc, dans un projet qui s'appelait Résilience, pour voir comment les bâtiments, en général, notamment les bâtiments haussmanniens à Paris, mais même aussi d'autres typologies de bâtiments, pouvaient ou pas résister donc, aux canicules présentes et aussi aux canicules futures. On a travaillé avec Météo France pour avoir des prédictions de canicules futures, donc soit du climat moyen ou alors de certaines périodes extrêmes. Et donc, est-ce que la rénovation pouvait être bénéfique ou pas? Et donc, on a vu qu'une bonne gestion énergétique, donc une bonne rénovation associée à une bonne gestion, permettait de résister beaucoup mieux aux canicules.
prend une dernière question avant la pause. Après, on pourra poser plein de questions à la pause aussi, si vous voulez. Oui, bonjour, je suis Cécile Tezelet du CEREMA. Alors d'abord, je voulais vous remercier de travailler sur les questions de rénovation des bâtiments existants, parce qu'effectivement, on a une grosse majorité du parc qui est concernée. Je voulais revenir sur ce que vous indiquiez de complément en termes de performance environnementale. Est-ce qu'il peut être imaginé d'intégrer dans le ratio coût-énergie un élément en analyse de cycle de vie? Disons qu'on n'est pas en RE 2020, mais est-ce qu'on peut imaginer d'avoir au moins 2 scénarios comparatifs qui permettent d'intégrer les émissions? Alors, vous pouvez préciser donc C'est-à-dire, par scénarios. exemple, entre deux isolants, est-ce qu'on va pouvoir comparer du biosourcé avec de l'isolant minéral? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas présenté notre outil dans le détail, mais donc l'outil Pléiade Comfy. On reviendra. Voilà, et couplé à un outil qui donc initialement s'appelait Equerre et maintenant qui s'appelle Pléiade ACV, et donc qui permet de faire l'évaluation environnementale des bâtiments. Donc, quand on fait une STD, on a ensuite tous les quantitatifs qui sont calculés automatiquement et les impacts associés aux consommations d'énergie. Et donc là, on va pouvoir comparer des variantes. Donc si je fais une isolation avec de la paille, si je fais une isolation avec de la laine de verre, on a automatiquement la comparaison des variantes et sur les impacts environnementaux. Oui. Oui, en fait, je revenais plutôt sur le travail de thèse qui permet de sortir un scénario optimal, à ce que j'ai compris, en termes de coût de rénovation et gain énergétique. Est-ce qu'on imaginerait d'ajouter le coût environnemental? En fait, lorsqu'on fait de l'optimisation, le modèle d'IA, il ne sert que pour prédire les besoins de chauffage. Mais bien sûr, il y a l'algorithme génétique qui fait l'optimisation. Ici, par exemple, je l'ai présenté dans la méthodologie. Donc, on a le front de Pareto, par exemple. Il te donne plusieurs solutions optimaux et qui sont tous, on va dire, ils sont tous non dominés, donc ils sont tous optimaux. Du coup, là, si on veut choisir un seul scénario, on peut faire le calcul environnemental et, par exemple, prendre la solution qui a le moins d'impact. Donc, on peut le faire après. Donc, oui, dit autrement, donc on est dans un paradigme multicritère. La thèse d'Ayoub s'est focalisée sur les métamodèles d'IA pour prédire les besoins de chauffage, mais ensuite, avec ces bouquets de rénovation identifiés, on peut faire le calcul environnemental a posteriori, mais on peut tout à fait envisager une thèse future, dans une future séquence de la chaire, où on pourrait venir entraîner directement des modèles d'évaluation environnementale. On prend une toute petite dernière question. Je veux que Présentez-vous toujours. Oui. Bonjour, Hamza, ingénieur éco-construction et exploitation des bâtiments chez Terrao. J'ai une question plutôt orientée sur la construction de la base de données. En fait, les résultats que vous cherchez pour entraîner votre IA, c'était surtout le besoin de chauffage. Oui. Et sur un environnement où on a vraiment besoin aussi de refroidissement. J'aimerais bien savoir, par exemple, si on ajoute ce critère, est-ce que ça serait, par exemple, juste un critère qu'on peut rajouter et que l'IA pourrait s'adapter, ou bien ça nécessitera tout un entraînement, je ne sais pas comment ça fonctionnera. En fait, pour l'ajouter, juste lorsqu'on fait des simulations thermiques dynamiques pour construire notre base de données, on peut récupérer les besoins de climatisation aussi. Après, si on veut, on va l'intégrer dans la sortie de notre modèle. Bien sûr, on va voir, ça peut réduire sa performance ou l'améliorer peut-être. Mais ça sera facile en fait de l'intégrer dans la sortie du modèle. C'est juste que nous on se concentre maintenant sur les besoins de chauffage, mais peut-être dans ma 3e année de thèse, je peux peut-être étudier aussi la climatisation. Merci à nouveau. Je pense qu'on peut les applaudir une autre fois.